Salut les gars, vous allez rigoler, j'ai déjà fait cette vidéo qui dure 2 heures, mais je me suis dit que 2 heures c'était trop long à monter, alors je la refais avec une liste. Ouah, je vais pas digresser ou autre, là, comme je suis en train de faire là maintenant, mais au moins ça me donne une suite logique de... Et la vidéo, en gros, c'est commencer en touring, et avec quoi commencer en touring. Voilà, allez, on y va direct là, comme ça, ou rouler. Si vous avez un club près de chez vous, roulez en club si vous pouvez, parce que vous y aurez des conseils. On vous indiquera quel modèle choisir, quel réglage adopter. Souvent, on vous conseillera les modèles qui sont les plus roulés, dans le club. Donc du coup, vous allez sûrement vous retrouver avec 90% de chances d'avoir le même modèle qu'un autre dans le club. Mais si vous êtes un petit peu fifou, vous prenez le modèle que vous voulez et vous y appliquez les bases de réglage qu'on vous propose dans le club. Ça vous permettra d'avoir une base. La deuxième solution, vous n'avez pas de club près de chez vous, parking. Dans ce cas-là, choisissez un parking qui soit propre. Voilà. Quand je dis propre, c'est pas de branche, quoi. Voilà. Pas de branche, pas de cailloux, évidemment. On va rouler des voitures qui font 5 mm de haut. Si vous roulez sur un caillou qui fait 6, eh ben, la voiture elle va se sortir. Parking de grande surface en général le dimanche matin, c'est très ok. Voilà, avec ça vous êtes tranquille. Et ça, enfin voilà, la poussière c'est pas grave, ça arrive. Il peut y avoir de la poussière sur un parking, il peut y avoir de la poussière sur une piste de RC, il peut y avoir de la poussière en intérieur, en extérieur. Donc la poussière c'est pas un critère qui vous fera choisir ou pas un parking. Voilà, enfin, de mon point de vue. Voilà, cette vidéo c'est que mon point de vue, attention, parce que vous allez avoir d'autres personnes qui vont vous dire ouais, il faut rouler en club, il faut ci, il faut ça. Moi je vous donne juste mon point de vue et mon ressenti. Le matériel. Donc on va commencer par le matériel hors RC. Si vous roulez en club, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup plus de matériel autour de votre RC. Il faudra votre RC, votre radio, vos lipos, l'outillage standard pour la RC en général. Si vous roulez en extérieur, achetez des plots et achetez au moins une bonne vingtaine ou trentaine de plots plats sur lesquels les voitures peuvent rouler, donc des plots qui font 4-5 mm de haut, et des petits plots qui vont vous servir à délimiter l'extérieur de votre virage. Donc les plots plats sur lesquels les voitures peuvent rouler intérieur du virage, les plots en relief extérieur du virage. Il n'y aura pas besoin de beaucoup plus. Peut-être un balai si vous voulez un peu nettoyer la piste, une table éventuellement aussi, table pliante, un truc, voilà. Nous, ce qu'on fait, bon là, la table pliante, on l'a pas encore, mais ça devrait pas tarder. J'aimerais bien en avoir une parce que Gab et moi, quand on part rouler, on part rouler en mode fun, quoi. Hein, même si on se fait chier à faire des vraies pistes, des patins et couffins, on a toujours du café. Moi, je bois des boissons énergisantes, voilà. Et si on est là entre midi et 2, potentiellement, on peut manger aussi. Donc, la petite table pliante, c'est sympa. Nous, on a des chaises de camping. Voilà, on est en mode quand on part rouler, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est matériel hors RC. En termes d'outillage spécifique à la RC, et quand je dis outillage spécifique à la RC, je parle outillage spécifique à la RC en général. C'est de l'outillage qui va vous permettre de régler une touring comme une tout-terrain 1/8, comme voilà, à peu près n'importe quelle voiture. Il vous faut un jeu de clés de 3 à 5,5, espacé de 0,5. Vous avez même des clés de 3,2 mm qui peuvent être utilisées sur certaines RC. Donc ça vous permet de régler vos biellettes. Il vous faut le tournevis de la moelle, je le mettrai en photo quelque part, celui que tout le monde utilise et qui est sympa. Alors, cet outil qui est très bien. Il s'use quand même. On a l'impression que c'est indestructible comme machin. Café, non, peut-être café. En vrai, il s'use. Donc quand il est usé, vous mettez un petit coup de meule dessus, ça le rend neuf. Une fois qu'il est complètement usé, vous changez tout simplement.
Donc tout ça, bien sûr, dans des caisses à outils. Il faudra aussi des outils de réglage. Toujours pareil, qui ne sont pas forcément destinés au touring, mais il vous faudra de quoi mesurer vos angles de carrossage au minimum. Voilà. Il vous faudra aussi des huiles pour les amortisseurs, des huiles pour les différentiels, et il vous faudra de la graisse. L'outillage spécifique au touring. Un banc de réglage, ça peut être sympa si vous êtes vraiment au taquet et que vous voulez régler votre voiture au demi-quart de poulième. C'est probablement un des achats que je ferai avant la fin de l'année parce que c'est le seul outil qui me manque. Voilà, un tour à pneu éventuellement si vous roulez en pneu mousse. Voilà, moi on roule pas trop en pneu mousse en touring, mais pour du 1/12e ou du 1/10e classique ou voire du 1/8e classique, ça peut être intéressant. C'est un 12e je connais pas encore. On en reparlera. Le 1/10e et le 1/8e classique, je ne connais pas du tout. Le seul moyen que j'ai de faire du classique, ce serait d'en acheter une. Et c'est des modèles qui coûtent très cher. Je vous cache pas qu'au prix d'une classique, je préférerais quand même acheter une très bonne touring, une touring haut de gamme. La grande question, kit ou pas kit? Kit, tout le temps. Voilà, kit. Je peux pas dire mieux, prenez un kit. Si vraiment vous sentez pas la motivation de prendre un kit, il y a quelques marques qui font des RTR ou des rollers. Donc un roller châssis, c'est un châssis qui est monté mais sans électronique. Un RTR, c'est un châssis qui est monté avec son électronique. Le problème du RTR ou du roller, à mon avis, c'est que les voitures sont montées à l'arrache tout le temps. Je suis jamais tombé sur un RTR, j'en ai acheté quelques-uns, j'ai eu un BX8 SL, Gab il a un V2, un XT V2. Bon voilà, à chaque fois il y a des mauvaises surprises. Pas forcément énormes, hein, mais voilà, c'est... Quand vous voyez ça, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. Il faut redémonter en général pour vérifier. Vérifier le serrage, vérifier le graissage, vérifier... Si vous êtes un petit peu bricoleur, et il faut être bricoleur en modélisme, chose que les gens oublient depuis un moment déjà, il faut être bricoleur en modélisme, il faut pas se dire j'achète une RTR et je vais rouler comme ça et quand elle est cassée je la ramène au magasin, il me la répare. C'est pas comme ça que ça marche le modélisme. Le modélisme c'est vous achetez un modèle réduit, vous le faites évoluer, vous le trafiquez, voilà, c'est pas, même sur un châssis de compétition, il n'y a pas de châssis de compétition. Vous regardez un châssis, vous regardez les voitures en compétition, quelle que soit la catégorie, il y a toujours des bidouilles à droite à gauche. Même si vous avez l'impression que le châssis il sort tout droit de l'usine et qu'il a jamais été tripoté, toutes les voitures ont des petites modifications. C'est de l'optimisation. Pourquoi un kit? Parce que quand vous allez monter votre kit, vous allez voir comment elle est foutue votre voiture. Et avant même de commencer à la rouler, vous allez sûrement optimiser des trucs. Mettre du frein filet à des endroits où c'est pas indiqué en tout cas. Ne pas mettre de graisse à des endroits où on vous dit de mettre de la graisse. Merci Tamiya. Ça c'est le point le plus important à mon avis. Le deuxième point, c'est que c'est un putain de kiff de monter sa bagnole. C'est un putain de kiff, tout simplement, je peux pas vous dire mieux, c'est un putain de kiff, voilà, montez vos bagnoles juste pour le plaisir de le faire. Donc ça c'était kit ou pas kit, donc faites pas chier, prenez un kit. En première touring, là, vous vous décidez, vous avez trouvé un parking qui est sympa, vous avez un peu peut-être déjà du matos de vos autres bagnoles, ou vous voulez vous lancer dans le touring. Vous dites, c'est ma première touring. Alors moi, en première touring pour Gab, je lui ai pris un TT02. Je lui ai pas pris un TT02 standard à 100 balles, je lui ai pris un SRX, parce que déjà il faisait du modélisme à la base. On roulait déjà en tout-terrain 8ème. Donc je savais qu'il allait accrocher quoi qu'il arrive. Donc je lui ai pris directement un modèle un petit peu haut de gamme. Donc si vous avez déjà fait de la RC, que vous savez à peu près à quoi vous attendre, vous pouvez partir sur un modèle un petit peu plus sérieux qu'un TT02 ou un phaser. C'est les bases, TT02, phaser, c'est les modèles premiers prix en kit ou en RTR que vous allez trouver. Vous n'avez pas besoin d'investir plus que l'équivalent d'une TT02 standard pour vous faire plaisir. Les TT02 en France sont livrés avec un moteur et un variateur. Donc pour 110, 115 euros, 120 euros, 130, en fonction de la licence de la carrosserie, vous aurez déjà une bonne partie de l'électronique.
pas des moteurs de ouf, hein, on est d'accord, mais ça vous permet de vous donner une idée. Sur la phaseur RTR, par contre, vous aurez un moteur un peu plus péchu d'origine, puisque c'est un 550 si je dis pas de bêtises, avec moins de tours que le Mabuchi d'origine des Tamiya. Ça, c'est vraiment si vous voulez commencer. Moi, évidemment, je vais vous aiguiller vers des modèles un peu plus avancés. On va rester sur des modèles aux alentours de 100-150 euros, jusqu'à à peu près 300-350 euros, parce que du coup je vais intégrer le TA08 dedans. Bon, en gros on va faire la liste. Si vous voulez une voiture pour commencer, on va taper chez Free Racing, on va taper chez Karten, on va taper chez Tamiya. Évidemment, chez Tamiya il y a des modèles qui sont un peu plus compétitifs, comme le TA08 et le TT02 SRX. Vous allez pouvoir trouver du Yokomo, du Serpent, en gros entre 120-130 euros châssis seul, jusqu'à en gros 300-350 châssis seul et ou RTR. Le Serpent fait un RTR, Yokomo fait un modèle entrée de gamme qui vous permettra quand même d'accéder un petit peu à la compétition. Tout ce qui est Cero, Sakura, tout ça, vous allez pouvoir aussi débuter avec et vous aligner un petit peu en compétition. Ça reste des modèles de loisirs très compétitifs. Quand je dis très compétitifs, c'est qu'en gros vous avez les mêmes réglages que sur les modèles de compétition. Je vous mets quelques exemples par là, vous allez voir, je vous mettrai quelques châssis, normalement je l'ai déjà fait. Et évidemment, pour finir, si vraiment vous avez accroché, que vous avez un circuit, un club par chez vous, ou que vous vous en foutez de rouler sur un parking avec un truc à 700 balles, et ben vous avez les modèles de compétition. On va taper chez Housematics, on va taper chez Roodog qui font des modèles réduits. Vous pouvez toujours taper chez Free Racing parce qu'il y a la Cero Ultra, chez Tamiya pour les TRF, chez Serpent, chez Yokomo, voilà, il y a des marques qui font, il y a du X-Ray. Si vous voulez des marques qui font du haut de gamme et du violent, ça il y en a un milliard. Trouver du loisir en touring c'est compliqué. Trouver de la compète en touring, donc des châssis qui coûtent 500 euros et plus, hein, châssis seul, on est d'accord, donc là ça va être carbone, alu. Bon, je vous parle pas des roulements parce que de toute évidence il y en a partout. Voilà, du titane, des solutions techniques un peu faux folles, voilà. Ça, vous allez trouver ça, il n'y a aucun problème. C'est même encore une fois plus facile à trouver que des modèles de début en fait. Voilà. Après rien ne vous empêche de débuter avec un modèle de compétition. Mais quand vous allez vous prendre un trottoir avec votre bagnole à 700 euros, bah pas plus cassé que le modèle le modèle de loisir entre guillemets, mais ça fait toujours plus mal au cœur d'exploser un triangle en carbone que le même triangle en plastique sur un modèle d'entrée de gamme, quoi. Voilà. Et puis en général il y a 40 balles d'écart aussi. En dehors de ça, on a fait le tour. Pour les pneus, bon, quel que soit le modèle, moi je roule des pneus pas chers. Voilà, qu'on trouve sur Amazon, sur AliExpress, sur Patin sur Couffin. Pourquoi je roule ça? Parce que je fais pas de compétition. Par contre, j'aime bien aller chercher un peu les copains, les pneus aux alentours de 5 euros la paire, 5 euros les 4, pardon, qui ont du grip sur du bitume et qui sont livrés avec leur mousse. En pneus un peu plus touchy, j'ai testé les Udi, parce que Udi fait des pneus exprès pour les tractions sur la 4, de toute évidence, puisque c'est une traction. Donc c'est des pneus qui sont assez durs, qui sont pas moussés. C'est très bien pour une traction dans le sens où on n'a pas besoin d'autant de grip qu'une 4x4. Comment ça? Nanana. Ben, en fait, une traction, ça glisse quasiment pas du cul. Donc on va essayer de chercher un équilibre avant-arrière, mais on ne cherche pas forcément énormément de grip, puisque la voiture glisse moins. Et si le cul part en travers, que vous êtes en mode bourrin, vous accélérez un coup, la voiture repart droit. Les moteurs, alors, c'est le grand débat, les moteurs, alors, vous allez toujours entendre dire oui, si tu fais pas de compétition, tu prends un 17,5, un 13,5, ok, bon, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si vous faites pas de compétition, vous n'êtes pas obligé de surmotoriser. En gros, c'est ce que ça veut dire. Si vous voulez mettre un 8,5 dans votre touring, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi la base c'est 8,5. J'ai du 10,5 dans mes tractions. Pareil, on m'a dit 10,5 dans les tractions, c'est trop.
écoutez, ça va. J'ai un peu baissé le boost et ça va. J'ai aucun problème, ça marche très bien. La voiture ne souffre pas plus que ça. Même dans la Mini MG, j'ai un 10 tours et demi qui est complètement what the fuck pour la voiture, encore une fois, hein, je l'admets, hein, mais ça ne pose pas de problème à la transmission et ça ne pose pas de problème de pilotage. Quand vous arrivez dans le freinage, dans le virage, vous arrivez juste un peu plus vite qu'avec un 13 tours et demi ou un 17 tours et demi, un peu plus vite. Vous anticipez le freinage, c'est tout. C'est comme une touring 4 roues motrices. Si vous avez un 5 tours et demi et un 10 tours et demi d'un côté, 10 tours et demi, il pourra arriver plus fort dans le virage. C'est tout à fait logique en fait. Hein. Ça m'énerve de voir que les gens disent on peut pas mettre plus dans une traction sous prétexte que réglez vos bagnoles les gars, vous allez voir, vous avez plein de réglages sur vos Vario qui vous permettent de baisser le boost, qui vous permettent de rendre votre voiture très très contrôlable. Pour rester dans les moteurs, j'ai hâte du café parce que je commence à me dessécher. Pour rester dans les moteurs, Sensored, pas Sensored. J'ai envie de mourir. One eternity later. Sensored, pas Sensored, ça c'est à vous de voir. Bon, on espère qu'il a fini. Sensored, pas Sensored, c'est à vous de voir. Moi je roule les deux. Voilà, et sur ma traction, sur la 4, j'ai un moteur qui n'est pas Sensored, enfin le variateur n'est pas Sensored. Le moteur lui l'est, mais le Vario non. Si vous êtes un peu plus pointu, vous voulez aller un peu plus loin dans les réglages et dans la facilité entre guillemets de roulage, parce que le Sensored apporte beaucoup de douceur à l'accélération. Dans ce cas-là, vous passez sur je vous donne mon combo moi habituel, ça va être un Roodog 8 tours et demi ou 10 tours et demi avec un BL120 de chez Hobbytech, de chez Hobby-Wing, pardon. 8 tours et demi ou 10 tours et demi, ça marche aussi avec le BL60 parce que le BL60 il descend jusqu'à 6 tours et demi normalement, alors que le BL120 descend jusqu'à 4 et demi si je dis pas de bêtises. Si vous avez une contrainte de place ou une contrainte d'argent, vous pouvez prendre le BL60 si vous descendez pas aux alentours si vous descendez pas à moins de 8 tours et demi. Voilà, pour les batteries du 2S, faites pas chier avec vos 3S dans des touring. De toute manière, vous allez aller cramer des caisses RTR en 3S avec vos 2S. Voilà. Et vous ne basez pas sur la vitesse de pointe, basez-vous sur la vitesse de passage en courbe. Parce que là, c'est là où vous allez cramer tout ce qui bouge, quoi. Parce que sur un circuit, les voitures qui montent à 60 face à des modèles qui roulent à 80, j'ai aucun problème à passer devant. Dans la ligne droite, s'ils me collent au cul dans la ligne droite, ils vont passer devant, mais au premier freinage, ils vont pas comprendre parce que je vais quasiment pas freiner alors qu'eux, ils vont être obligés en fait. Roulez vos voitures en 2S, roulez-les avec les specs pour lesquels elles sont données. Si vous avez une batterie 3S qui traîne quelque part et que vous voulez tester, mais qui va se passer aussi surtout avec une batterie 3S, c'est que vous allez énormément déséquilibrer le châssis. Vous allez vous retrouver avec un côté du châssis qui va être vraiment trop lourd par rapport à l'autre. Roulez pas en 3S. Roulez en 2S. Quel type de batterie? Après, c'est à vous de voir. J'ai des batteries à 2 balles, 50C, 5250C, ça marche très bien. Voilà, donc des Z que j'ai payé 35 €. Et on a des batteries un peu plus haut de gamme à côté qui marchent aussi très très bien, voilà. Mais on a des batteries de merde, hein, clairement il faut le dire, qui marchent très bien aussi. Ce que vous risquez avec une batterie merdique qui fonctionne, parce qu'une batterie merdique qui fonctionne pas, jetez-la, hein, clairement, c'est des coupures à l'accélération. Vous allez en gros multiplier la capacité de votre batterie en ampères par le nombre de C qui est indiqué sur la batterie. Et ça vous donne son courant de décharge. Ça veut dire que pour une batterie, admettons, de 1000 mAh, vous avez 50 C. La décharge maximum de cette batterie sera de 50 fois les 1000 mAh, donc 50 ampères. Si vous dépassez ces 50 ampères, c'est la tension qui va chuter. Votre batterie est à 8 volts 4, vous dépassez, je vous donne des chiffres au pif, vous dépassez les 50 ampères, donc vous allez arriver à 100 ampères de décharge. La tension de la batterie va passer de 8 volts 4 à 6 volts 5, on va dire.
Votre variateur, il est réglé pour couper à 6 volts 6. Il va se dire, la batterie elle est déchargée, du coup il va couper. Une fois qu'il aura coupé, la tension de la batterie va remonter en flèche, et vous allez retourner à 8 volts 4, et votre variateur va redémarrer dans le meilleur des cas, ou pire des cas, il se sera arrêté, et ce sera à vous de le redémarrer. Ce que vous pouvez faire pour contrer ça, si ça vous arrive une fois de temps en temps, je dis bien une fois de temps en temps, vous pouvez baisser le boost sur la batterie, sur le variateur. Autre exemple, vous avez une batterie de 5000 mAh, en sensé, 5000 mAh, c'est 5 ampères, fois 100, ça vous donne 500 ampères en décharge. Pour arriver à 500 ampères en décharge, il faut trouver le moteur qui est capable de ça. Parce que, regardez bien tous vos variateurs, le 120BL, typiquement, de chez Hobbywing, il est prévu pour un courant de décharge de 120 ampères en continu, et de 500 ampères max. Donc ça veut dire que, en gros, vous allez avoir rarement des moteurs qui soient capables de tirer les 500 ou 600 ampères que votre batterie est capable d'envoyer. Le chargeur, il vous faut un chargeur qui charge et qui décharge vos batteries. Vous me faites, s'il vous plaît, le plaisir de mettre vos batteries en stockage, même si vous ne les avez pas utilisées. La base. Vous chargez vos batteries la veille, ou allez 2 jours avant si vous voulez. Le mieux, ça reste quand même d'utiliser vos batteries le plus rapidement possible après les avoir chargées. Si vos batteries chauffent pas trop, vous pouvez les recharger aussi sur le terrain, ça vous évite d'avoir à trimballer 36 millions de batteries. Dans l'ensemble, n'oubliez jamais que le but c'est quand même de s'amuser. Bon des gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.